Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce matin pour ce débat. Un débat sur l'intelligence artificielle, objet de toutes les convoitises. Avec nous, 3 invités ce matin, 3 invités, vous allez voir, avec un discours différent, mais je pense complémentaire. Merci donc d'accueillir nos 3 intervenants. Jean-Philippe Poirault, directeur général France d'Atos, on peut l'applaudir. Milly Teng, fondatrice de la start-up Lily.ai, qu'on peut également applaudir. Et pour finir, Bernard Giry, conseiller numérique, innovation et recherche de la présidente du Conseil régional Île-de-France. Bonjour Bernard. Et je vous rappelle, ou je l'annonce à ceux qui nous rejoignent, vous avez à disposition une application, l'application sparkup.live que vous pouvez, alors j'allais dire télécharger, mais en tout cas vous pouvez y accéder via URL et surtout nous poser toutes vos questions. On va les scruter attentivement, en tout cas la régie va les scruter 1, 2, 3, je vais y arriver, les scruter attentivement tout au long de cet échange et me les partager sur cet écran. Et si certaines retiennent votre attention, puisque vous pouvez voter pour celles qui vous intéressent et mon attention, eh bien je vous les poserai tout au long de cet échange. Mais en attendant, place au débat et place aux échanges. Je vous propose de commencer par un petit tour de table. Jean-Philippe, à vous l'honneur. Merci, je suis ravi d'être ici. Donc j'ai l'honneur d'avoir rejoint Atos tout début septembre pour la direction générale de la filiale française. Alors, en provenance d'une autre industrie, j'étais chez Amazon Web Services avant aux États-Unis, où je gérais une business unit dans le secteur des télécoms. Voilà. Merci d'être avec nous. Milly. Bonjour, ravie d'être ici aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Milly Teng, je suis la CEO de Lily.ai. Donc Lily c'est une start-up, on fait de l'intelligence artificielle au service des grands projets. Donc notamment Lily c'est la première assistante qui est capable de retrouver des concepts très précis comme le retard, les modifications, les non-conformités dans du texte hétérogène, les PDF, les comptes rendus de réunion, les emails, etc. pour être capable du coup de reconstituer pourquoi est-ce qu'un projet est en retard et surtout apprendre à capitaliser pour le futur, pour qu'on soit capable de sécuriser des grands projets. Merci Milly. Bernard. Bonjour, Bernard Giry, donc conseiller numérique, innovation, recherche à la région Île-de-France depuis 4 ans, en charge de tout ce qui est relation avec l'écosystème de start-up, le plan intelligence artificielle et puis un certain nombre de grandes challenges IA dont on va parler, et précédemment ancien chef d'entreprise. Encore une fois, merci à tous les 3. On a la chance d'avoir avec nous en fait 3 points de vue intéressants, un poids lourd du privé, un acteur que tout le monde connaît, on y est, du public, et une start-up. Rentrons directement dans le vif du sujet. Question, est-ce que dans la bataille que l'on est en train de jouer actuellement, qui est la bataille de l'intelligence artificielle, est-ce que la France, et j'ai même envie de parler de l'Europe, a une chance d'émerger, voire même de tirer son épingle du jeu? Jean-Philippe. Alors, peut-être tout d'abord revenir un petit peu sur l'intelligence artificielle ou le machine learning, à quoi ça sert. Donc il y a 3 usages en fait principaux. Un, ça permet d'accélérer la monétisation des données et ça va accélérer la transformation digitale de pas mal d'entreprises. 2, ça va servir à beaucoup plus d'automatisation et l'amélioration en fait des process. Et puis 3, ça va permettre de réduire du risque, que ce soit tous des risques, on en parlera avec vous tout à l'heure, mais ça permet de réduire un certain nombre de risques. Alors en Europe, moi, je vois 6 enjeux principaux pour que l'Europe réussisse. Il faut des grands acteurs industriels, de l'industrie qui vont se transformer dans le digital et utiliser l'IA comme un accélérateur. Il faut des grands acteurs technologiques. Il faut des grands acteurs de services. Alors Atos a les 2, technologie et services, on y reviendra. Il faut un monde des startups qui se développe et on est bien placé aujourd'hui dans cet événement pour voir ces startups. Il faut un environnement de régulation et un environnement financier qui soit favorable. On a un acteur autour de la table aussi qui peut aider et qui aide beaucoup aujourd'hui dans ce développement. Et enfin, il faut de la sécurité. Il faut de la sécurité sur la protection des données. Donc voilà les grands enjeux. Alors quand on regarde l'Europe est plutôt très bien placée en fait sur ces différents domaines. Il y a des choses qui ont été concrètement développées sur l'HR, sur l'IA avec le CEA, des investissements forts d'un certain nombre d'acteurs, aussi bien régionaux qu'au niveau d'Atos. Nous, on a ouvert aussi des labs en France. On a ouvert un gros centre en région parisienne sur en fait l'IA et les data centers. Et puis on a des investisseurs étrangers. Google a ouvert son centre de recherche sur l'IA et Facebook également. Donc on voit que ça bouge beaucoup. Il y a aussi un accompagnement financier qui est fait, un accompagnement de régulation au niveau de l'Europe. Je pense que l'Europe a toutes ses cartes à jouer, a beaucoup d'acteurs pour réussir. Dont Atos.
dont Lily. En parlant de Lily, Milly, est-ce que vous avez un avis sur la chose, sur la place que la France et l'Europe va jouer? J'imagine que oui, sinon la boîte n'existerait pas. Alors, tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Lily, c'est quand même une des startups qui a été sélectionnée dans le concours du X-Prize, donc de AI X-Prize. 10 000 équipes à l'international, 30 équipes finales, une seule française, c'est Lily. Donc clairement, en France, il y a de la technicité, il y a des centres de recherche, il y a des clients, absolument, il y a du service, il y a tout. Par contre, là où il faut faire très attention, à mon humble avis, c'est vraiment dans le choix des batailles. Il y a des batailles qui sont perdues d'avance, parce qu'on n'a pas la data, parce qu'on n'aura pas cette data et qu'on a des années de retard. Et les trilliards qui sont investis, les milliards qui sont investis, ne suffiront pas à rattraper ce retard. Mais il est des batailles qui ne sont pas encore commencées, sur lesquelles la France, l'Europe, a ses chances, parce qu'on a la data. Et ces domaines, très précisément, c'est comme la gestion de projet. À l'heure actuelle, sans intelligence artificielle, les gens qui gèrent les grands projets, que ce soit dans l'énergie, dans le nucléaire, dans le militaire, dans l'aérospatial, on est déjà leader. On a cette data, on a toutes ces années d'avance, et donc en mettant l'intelligence artificielle, on va accélérer cette capacité à cruncher la donnée et à se donner encore plus de compétitivité. Donc pour moi, oui, tout est là. Maintenant, il faut se focaliser sur les bonnes opportunités et surtout ne pas copier ce que font les autres. Bernard, je vous pose la question, même si je connais votre enthousiasme sur la chose. Et d'ailleurs, votre positionnement, il n'est même pas spécialement européen, français, il est même local. Vous voulez faire de la région Île-de-France la plus grande région sur l'intelligence artificielle en Europe, et peut-être même dans le monde un jour. Non, mais la compétition est rude, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, tant du côté chinois qu'américain, les investissements sont massifs. Donc effectivement, comment exister, comment avancer? Et je partage tout à fait cette idée de choix, de bataille. En tout cas, nous, sur la région Île-de-France, aujourd'hui, 50% des chercheurs en matière d'IA sont là, 50% des startups sont là. L'Île-de-France, c'est en gros 20% de la population française, 40% de la R&D française, et c'est la plus grosse région européenne en matière d'innovation. À côté de nous, il y a Londres. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les investissements en termes d'IA restent encore supérieurs à ceux de l'Île-de-France ou Paris. Et je crois que Boris Johnson, récemment, a encore décidé de réinvestir massivement sur ces sujets. Donc, la guerre n'est jamais finie et c'est bien une guerre économique. En termes de positionnement, nous, on croit vraiment que la bataille sur l'IA au service de l'industrie est une carte qu'on doit jouer. Elle n'est pas du tout lancée ou pas du tout perdue, en tout cas pour les Européens et les Français. Dans le B2C, etc., finalement, le retard est massif face à Alibaba ou d'autres acteurs. Mais sur cette carte de l'IA au service de l'industrie, où on a besoin d'une IA explicable, de confiance, quand on fait des systèmes d'aviation, on a besoin de connaître l'algorithme, comment il décide, etc. Sur cette carte-là, on a vraiment les acteurs, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a des grands acteurs en France, en Île-de-France. Et donc, en tout cas, c'est le choix qu'on fait, nous, de concentrer ces investissements sur une IA au service de l'industrie et aussi d'essayer, mais là, en tant qu'acteur régional en matière de développement économique, d'entraîner les ETI et des grosses PME à se saisir de cette opportunité pour accélérer et augmenter la croissance ou résoudre leurs problèmes. Cette bataille, en tout cas, ces batailles se jouent à plusieurs niveaux. Il y a notamment une bataille sur laquelle je voudrais revenir avec vous, Jean-Philippe, c'est celle du calcul haute performance. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ce sujet, qu'est-ce que c'est? Et puis ensuite, pour vous, en quoi c'est un sujet stratégique? Alors, avant de répondre à la question du calcul haute performance, je reviens sur l'enjeu et la bataille. On vient de le dire, il y a cette bataille de l'industrie. Il faut aider les industries européennes et françaises très fortes à se développer et protéger leurs données. Il faut en effet avoir la technologie, il faut avoir les services et la sécurité. Alors, ce qu'on va voir en fait dans l'avenir, c'est qu'aujourd'hui, 80% des données sont traitées dans des data centers, essentiellement soit dans les data centers privés, soit dans le cloud public. Et on va voir on a aujourd'hui uniquement 20% qui sont traités au plus près de la source des données, que ce soit les ordinateurs ou les tablettes ou les smartphones ou les sensors. Et on va avoir un déport de tout ça dans les années à venir avec l'arrivée de la 5G. On va avoir plutôt 80% des données qui vont être traitées au plus près de leur source avec une avalanche de données considérable et puis 20% des données qui va être traitées plutôt dans les data centers. Donc il va y avoir un volume de données énorme à traiter, donc près de leur source pour des raisons de ce qu'on appelle la latence. Il faudra qu'il y ait un temps de réponse de quelques millisecondes. Et c'est là où le calcul haute performance va être extrêmement nécessaire pour traiter ces gros volumes de données. Alors, je vais vous donner un exemple
assez simple. Atos est leader en fait sur les calculs de haute performance et puis à terme le calcul quantique qui va arriver. Donc on a un très gros contrat avec Météo France où on traite 10 millions de milliards d'actions par seconde, vous voyez, donc pour traiter les images météo, donc ce genre d'événements qui sont à traiter. Donc on verra ce phénomène s'accentuer dans l'avenir, où ce calcul haute performance va être de plus en plus nécessaire et à terme le calcul quantique. Et il y a un autre phénomène qui va être très clair dans ce traitement des données, c'est la sécurisation autour, traiter avec sécurité ces données. Alors je vous donne un autre exemple de ce qu'on fait chez Atos. On a géré les Jeux Olympiques en 2016 et on a neutralisé 400 événements par seconde, c'est-à-dire plus de 600 millions d'événements de cybersécurité neutralisés pendant les JO. Donc, vous voyez ce traitement massif à faire sur les données qui demande du calcul extrêmement rapide et en haute performance. Et d'ailleurs, vous parlez d'un sujet qui concerne notamment le hacking. Ça tombe bien parce que le hacking sera notre prochaine conversation aux alentours de 13h20, 13h30. Comment est-ce que vous situez, alors Atos, à lui tout seul, n'est pas la France, mais comment est-ce que vous situez Atos et la France par rapport aux autres marchés? On a beaucoup parlé de l'Europe, mais il ne faut pas se voler la face. Il y a aussi les États-Unis, il y a aussi la Chine. Vous parlez aussi beaucoup du Japon. Comment est-ce que vous situez la France par rapport à ça? D'un point de vue géographique, d'un point de vue au niveau de la population, la France est un petit grain de sel sur la planète. Mais est-ce que sur l'intelligence artificielle, la France est déjà une puissance et a moyen de devenir la superpuissance? Alors, on l'a dit, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on ne peut pas tout faire. Il faut focaliser dans les investissements dans les secteurs où nous sommes forts. Et ça va être en effet une bataille sur les industries où nous sommes forts, le calcul haute performance, les services et développer l'ensemble des activités. Alors, si on regarde sur le calcul haute performance, il y a en effet 3 pays aujourd'hui qui sont leaders. C'est les États-Unis. En Europe, c'est la France avec Atos et le Japon. Donc on n'est pas ridicule du tout. Et les calculateurs performance d'Atos sont même vendus à des grands players américains qui viennent chercher chez nous le savoir-faire parce qu'on a une vraie reconnaissance en fait, de ce que l'on fait. En termes de services, on a développé des vraies compétences. Alors là, il y a un vrai enjeu français et européen de formation et d'expertise. Il va falloir continuer à investir beaucoup dans la formation. Nous investissons énormément. On a recruté plus de 1000 personnes l'année dernière donc en France. On forme nos employés à l'intelligence artificielle. On certifie nos employés sur un certain nombre de technologies, en plus de les nôtres, sur les players de technologie du cloud public, que ce soit Google, Amazon ou Azure. Donc on continue d'apprendre tous les jours. C'est une bataille de tous les jours parce que la technologie avance très très vite. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut aider nos startups et nos industries qui sont fortes, qui maîtrisent un certain nombre de données en Europe, à se développer. Et si on combine en fait ces 3 axes, on n'est pas ridicule, mais on ne pourra pas être partout. Il va falloir choisir sa bataille. Vous parliez d'aide. L'aide, c'est une bonne transition pour parler de la région Île-de-France parce que quand on a préparé cet échange, Bernard, il y a un mot, je n'ai pas compté tous les mots que vous avez utilisés, mais il y a un mot qui est revenu souvent, c'est le mot aide. Comment est-ce qu'on aide? Comment est-ce qu'on aide à éduquer? Comment est-ce qu'on aide la recherche? Comment est-ce qu'on aide l'économie? Donc votre ambition, c'est de faire de la région Île-de-France la plus grande région, en tout cas un poids lourd européen. Mais comment est-ce que vous comptez vous y prendre, si ce n'est en aidant, et de quelle façon vous comptez aider les acteurs de cette région? Alors effectivement, on a défini une stratégie maintenant il y a 18 mois. Et pour donner quelques exemples, on a décidé de se focaliser sur 3 axes. Un, nos aides classiques, entre guillemets, qui sont les aides PM-Up, qui sont les aides à l'accompagnement de l'entreprise, ou les aides Innov-Up, avec lesquelles on collabore avec BPI. Et globalement, on a augmenté nos niveaux d'intervention, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un exemple à côté de moi qui vient d'être lauréat. Donc, c'est des projets d'innovation de R&D sur 18 mois, 2 ans, d'une valeur d'environ 1 million d'euros, sur lequel l'aide est d'environ 50%. Donc, c'est des investissements assez conséquents. On a globalement une 60aine d'entreprises par an en Île-de-France qui sont aidées de cette manière-là. Donc, en dessous, on a des aides, entre guillemets, Innov-Up classiques, qui sont des montants un petit peu inférieurs, mais qui viennent accompagner là, plutôt l'émergence et la création de start-up. Sur les volumes dont je viens de parler, on est plutôt sur une accélération, et c'est aussi l'enjeu aujourd'hui en Ile-de-France, c'est de faire accélérer et grandir un certain nombre de start-up. Donc on fait ce pari aussi, de concentrer des volumes un peu plus importants sur un nombre restreint d'acteurs pour pouvoir être un leader européen, voire mondial. Deuxièmement, on parlait de la collaboration grand groupe start-up et on a lancé 3 challenges
pour justement inciter et favoriser finalement l'émergence de données cachées chez les industriels ou organismes de recherche. Le premier axe qu'on a choisi, qui est un axe aussi prioritaire, cette notion de médecine du futur, donc cette alliance entre les compétences de santé et digitale sur l'Île-de-France, sur lequel on n'est pas suffisamment visible, et donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi cet axe-là. Et donc on a fait un challenge avec l'Institut Gustave Roussy, doté d'1,5 million d'euros, donc pour un programme d'environ 3 millions de recherches, avec 2 questions à résoudre. Une première question, c'était l'élaboration d'un algorithme pour prédire le taux de récidive du cancer du sein. Gustave Roussy avait mis à disposition un jeu de données de 10 ans, donc des données de vie, des données radiographie, etc. Et donc le grand gagnant a été la société Hawkin, on avait annoncé ça au mois de septembre. Et aujourd'hui, on est très heureux, c'est qu'aujourd'hui, Hawkin installe un laboratoire à l'intérieur de Gustave Roussy pour collaborer au quotidien avec les équipes. Donc c'est un des aboutissements. Et actuellement, on a un deuxième challenge qui est en cours et sur lequel on a travaillé avec Michelin. Donc là, plutôt sur la thématique de l'usure du pneu, et un autre qui nous intéresse aussi, en tout cas la région Île-de-France, par rapport à toutes les problématiques de transport qu'on a, qui est la fréquentation des gares. Comment mieux la prédire, comment mieux l'anticiper, etc. Le challenge est en cours, et donc je pense que les gagnants seront annoncés courant mars, courant avril. On l'annoncera sur Madines. Vous parliez de formation, Jean-Philippe. Je voudrais revenir sur ce point parce que cette bataille, évidemment, elle se gagnera aussi par les talents. On a souvent reproché à la France de laisser ses talents partir à l'étranger. À la région Île-de-France, au Conseil régional d'Île-de-France, je crois que vous avez un gros volet sur l'éducation pour justement former, contribuer à former, et pas uniquement des PhD, ou en tout cas des doctorants, mais aussi à un niveau d'études plutôt proche du Bac+2, Bac+3, je crois, voire même pas spécialement lié à des études supérieures. C'est vrai que la région n'est pas compétente sur tout et pas compétente en tant que telle sur l'enseignement supérieur. Donc même si on aide à l'investissement des universités dans le contrat de plan, etc., globalement, on a mis 600 millions sur la recherche et l'enseignement supérieur durant la mandature. Mais on s'est dit où est-ce qu'on est compétent ? On est compétent sur la formation professionnelle, la reconversion ou les chômeurs, et puis on est compétent en matière de lycée. Sur les lycées, on a regardé, quand on a élaboré le plan, on s'est rendu compte que la Chine avait créé 20 lycées sur l'intelligence artificielle. 20 lycées prototypes, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et donc on a décidé, dans le cadre de la politique des campus des métiers et qualifications, qui est une politique nationale en faveur de la création de réseaux entre le supérieur, les lycées, la forme pro, de structurer. Et donc on a décidé de créer ce campus des métiers et qualifications au lycée Paul Valéry dans le 12e arrondissement. Donc c'est un projet qui démarre et qui va s'accompagner d'un projet de restructuration du lycée, dans lequel, à côté du lycée, il y aura environ 10 à 15 000 m² d'espace pour accueillir des startups, des Fab Labs, et pour travailler sur 2 thèmes, qui est comment l'intelligence artificielle peut aider à la formation et améliorer la personnalisation de la formation des jeunes, et le deuxième sur la construction. Et donc peut-être qu'on fera appel à vous pour respecter les délais, qui est l'IA au service du bâtiment, de sa maintenance, etc. Et le deuxième élément, on a accompagné aussi les écoles Simplon et Microsoft, qui justement s'étaient focalisées sur on va appeler les taggers de données. C'est vrai qu'à un moment donné, la donnée doit être nettoyée, doit être collectée, doit être argumentée, et on n'a pas nécessité d'avoir des data scientists pour faire ce type de sujet. Et donc on a encouragé une école à Saint-Germain-en-Laye, une autre à Écouen. Donc là aussi dans une logique d'aménagement du territoire pour éviter de tout concentrer sur Paris et d'avoir des écoles à proximité de là où sont les jeunes. Alors, on parle beaucoup de financement. J'ai compris, moi, une chose en préparant cet échange, notamment avec vous, Milly, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi. L'idée, c'est de pallier certaines problématiques, notamment les limites de l'homme, qui est quand même très compétent, mais je pense limité aussi dans le temps. C'est bien ça, si j'ai bien compris ? Absolument. Pour moi, l'intelligence artificielle, le but, c'est pas de faire ce que l'homme peut faire plus vite et moins cher. Ça, c'est pas la bonne fin. La question, c'est vraiment quel obstacle est-ce que l'intelligence artificielle va lever sur le chemin de la société ? Il y a des choses qui ont été permises grâce à l'ordinateur, grâce à l'énergie, grâce à l'électricité, grâce à la voiture. De la même manière, la question, c'est qu'est-ce qu'on va être capable de faire en tant que société grâce à l'intelligence artificielle ? Par exemple, on est très très bon, l'homme, à imaginer, à concevoir des projets. La difficulté, c'est celle de l'implémentation. Donc, si demain, on était capable de livrer nos grands projets dans les temps et les délais impartis, eh bien, quels sont les projets qu'on pourrait s'imaginer ? C'est ça qui est profondément intéressant.
Moi, à la base, je viens pas du monde de l'intelligence artificielle. Je suis une professionnelle d'Excel. Et ce dont je me suis très vite rendu compte, c'était les limites qu'il y avait dans le système actuel. Et la question, ça a été vraiment comment est-ce qu'on va au-delà pour permettre notamment des transports moins chers, des immeubles moins chers, une énergie plus propre. Et bien pour tout cela, on a besoin de projets livrés dans les temps et les délais impartis. Et c'est ça le rôle d'intelligence artificielle, c'est accélérer cette transformation pour l'humanité. Ce qui va aussi nous permettre d'accélérer, c'est aussi un sujet qui revient assez souvent. Si vous voyez regarder la table, c'est pas pour songer, c'est parce que je vois les questions qui défilent. Il y a la 5G. La notion de 5G qui revient souvent, donc la notion de vitesse. Comment est-ce que vous liez la 5G à l'intelligence artificielle? Je me tourne vers vous, Jean-Philippe, parce que j'imagine que chez Atos, la 5G, c'est un sujet que vous investissez depuis déjà longtemps. Donc ça m'intéresse d'avoir aussi votre vision sur le lien entre les deux. Alors la 5G va permettre une accélération de la collecte des données aussi bien auprès des terminaux, des tablettes et surtout des sensors, des robots. Donc il va y avoir cette avalanche de données qui va arriver. Mais surtout, il va falloir la traiter, cette donnée, ce que j'ai dit tout à l'heure, il va falloir la traiter au plus près de la source. Donc, ce qui va être recherché de plus en plus, c'est des temps de réponse de traitement de la donnée de quelques millisecondes. Alors, si on regarde, on parle des voitures autonomes, hein, c'est plus de 5 terabytes de données qui circulent à un instant donné dans une voiture. Et bien sûr, on ne peut pas attendre que la donnée soit traitée, autrement on risque un accident. Donc, il y a une partie de données qui devront être traitées dans la voiture, une partie au bord des réseaux télécoms, ce qu'on appelle le edge computing, et une partie dans les data centers. Donc il y a un vrai enjeu en fait de comprendre comment traiter cette donnée, avoir des solutions justement de calcul, je reviens sur le calcul haute performance et du edge computing hein, qui vont pouvoir traiter tout ça et pouvoir répondre très rapidement à ces temps de latence en quelques millisecondes et traiter l'image. Alors après, il y a des applications multiples qu'on va voir avec la 5G. On revenait sur les enjeux sociétaux. Hein. Quand on prend des domaines comme la radiologie, par exemple, eh bien, le métier de la radiologie, ça va évoluer extrêmement rapidement puisqu'on pourra collecter des données, repérer et traiter les images. Le métier du radiologue va changer puisqu'en fait, il sera aidé beaucoup par l'intelligence artificielle et le machine learning même d'ailleurs pour faire un diagnostic sur les données. Quand on parle de la recherche sur le cancer, c'est pareil, il y aura beaucoup de traitements qui vont se faire. Et puis après, dans les choses plus ludiques, hein, si vous parlez de la 5G, eh bien, on pourra faire du gaming en ligne avec de la virtual réalité. Vous pouvez imaginer un magasin sur les Champs-Élysées qui fera du gaming en ligne où les gens rentreront au magasin, feront des jeux avec de la virtual réalité et se battront contre des équipes au Japon en temps réel avec des traitements extrêmement puissants. Donc c'est plus ludique, mais entre la recherche sur le cancer et le gaming, il y a peut-être un grand monde, mais ça permet de faire un certain nombre de choses extrêmement intéressantes. Je voudrais aussi en fait, la question de la 5G était bien située dans un coin de ma tête, donc je suis content que quelqu'un veuille l'aborder. Je me tourne vers vous, Bernard, parce que quand on lit la presse, il y a un flou énorme sur la 5G, notamment sur la manière dont on va l'implémenter sur les régions, et on parle très peu des acteurs français, on parle beaucoup des acteurs européens, scandinaves, des acteurs chinois. Est-ce que, à votre connaissance, il y a aussi des acteurs français qui sont capables de bien nous équiper pour la 5G ? En tout cas, en Ile-de-France, aujourd'hui, on a quand même un des centres de R&D de Nokia, hein, qui est Alcatel Nokia fusionné. Ils sont positionnés sur le plateau de Saclay. Donc on peut considérer, en tout cas, qu'ils sont une petite partie française, parce que historiquement, c'est ses équipes, et puis c'est un acteur européen. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez noté, donc Ericsson a décidé d'implanter aussi un laboratoire de R&D 5G à Massy. Ça a été annoncé récemment, juste avant le forum de Davos. Donc, globalement, on voit qu'aujourd'hui, sur cet écosystème de Saclay, on a deux acteurs majeurs qui viennent implanter le lab R&D de la 5G. Donc aujourd'hui, on a la capacité à faire. Aujourd'hui, la difficulté à solutionner, bon déjà, il faut que les enchères se terminent, et surtout, il va falloir installer de nouveaux pylônes. Et donc je crois que là, il y a un vrai travail un peu pragmatique, où positionner ces nouvelles antennes, comment y travailler, etc. On a vu que ça a été compliqué parfois sur la 4G. On risque de nouveau d'avoir ce même problème. Mais en tout cas, nous, notre enjeu, il y a les Jeux Olympiques, comme on disait tout à l'heure, en 2024. On voit comment Tokyo s'est servi de ces Jeux Olympiques pour accélérer certaines technologies, en partie celle de la 5G. Il faut que nous, pour la Coupe du Monde de rugby 2023 et les JO 2024, on soit vraiment une région qui ait pris en main cette 5G, à la fois pour les usages quotidiens classiques, mais surtout pour l'industrie, puisque vraiment, c'est une vraie révolution pour l'industrie, la 5G. Allez-y. Peut-être un mot supplémentaire, parce qu'en fait, la 5G, ce n'est pas uniquement un enjeu télécom. Hein. On citait un certain nombre d'acteurs télécoms avec qui, d'ailleurs, Atos, nous sommes partenaires.
mais c'est un enjeu en fait aussi du traitement des données, de l'IT, des services et de la sécurité. Donc c'est un enjeu sur lequel nous, Atos, on va jouer beaucoup, puisque ça va être un partenariat avec les acteurs télécoms et les players de l'IT, des services et de la sécurité. Merci. La technologie, elle est partout et je voudrais qu'on fasse une transition avec vous, Milly, parce que on parle de chantier, on parle des Jeux Olympiques, on parle de projets mobilité en Île-de-France, des projets qui se construisent sur des années et des années, qui nécessitent d'avoir des tonnes de données et peut-être même une intelligence artificielle à disposition pour optimiser plein de choses, les coûts, l'investissement, etc. Je pense que c'est un bon moyen aussi de comprendre ce que vous faites, Milly, et vous avez une anecdote là-dessus à nous raconter sur notamment votre histoire et ce qui vous a motivé à lancer Lily, je crois, sur une histoire de projet industriel qui aurait pu totalement s'effondrer à cause d'une histoire de data et d'intelligence artificielle absente. Tout à fait. Pour moi, les grands projets, ce sont des grands paris, sans le S. Donc la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces belles opportunités qui sont en train d'arriver, le Grand Paris, les JO 2024, pour permettre à nos industriels d'aiguiser vraiment leur savoir-faire sur certaines thématiques et surtout capitaliser. Et le problème de la capitalisation, c'est profondément quelque chose qui est fait pour l'intelligence artificielle, de par les capacités de créer des scénarios, de vérifier dans les datas du passé qu'est-ce qu'il y a qui pourrait s'apparenter à ça. Donc effectivement, pour la petite anecdote, donc moi je suis spécialiste d'Excel et à un moment, voilà, moi j'adore VBA, hein, c'est mon dada, et à un moment mon vice-président vient me voir, il me dit Milly, on a besoin de tes capacités à traiter les données parce que sur 3 projets on est en dépassement. Et il est absolument nécessaire qu'on soit capable d'expliquer au client pourquoi on a dépassé et surtout pourquoi c'est de sa faute. Donc il faut parcourir tout le SharePoint, tous les emails pour être capable de reconstituer cette histoire. Et c'est vraiment dans ces moments-là où on se rend compte que suite à l'incapacité de faire ça humainement, on va perdre du coup on va faire des centaines de licenciements, on va perdre énormément de marge brute, des millions de marge brute. Et là on se dit, il y a quand même des problèmes sur lesquels nous, en tant qu'humains, on n'est pas armé, on n'a pas cette capacité à lire, à processer la data, à faire des calculs de statistiques dans la tête immédiatement et à pointer du doigt des directions. Ça, c'est vraiment le rôle de l'intelligence artificielle et j'espère que les opportunités qui sont actuelles, qui sont uniques dans le monde, c'est quand même l'un des plus beaux chantiers qu'il existe dans le monde, vont permettre aux industriels de devenir meilleurs, de capitaliser et d'attaquer l'international avec. Merci. Jean-Philippe, je me tourne vers vous parce qu'on vient d'aborder un point quand même qui est clé aussi dans votre feuille de route, qui est l'optimisation des process. Je pense qu'en comprenant ou en lisant la feuille de route d'Atos, on peut aussi comprendre facilement derrière les enjeux qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. Processisation des process, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'expérience, le parcours client notamment, et la partie financière. Expliquez-nous aussi ce deuxième volet, très important, et surtout si vous avez des cas à nous partager, ce serait intéressant. Je pense notamment à Nissan, qui est un cas moi, qui m'a marqué. Très bien. Donc sur l'usage de l'intelligence artificielle et le machine learning, en fait, bien sûr, ça va vraiment aider énormément sur toute la partie automatisation et amélioration en fait des process. Alors pour prendre un exemple, dans l'usine, on parle beaucoup des usines 4.0. Donc nous, on a un partenariat entre Atos et Siemens sur les usines 4.0. Ça va être un grand enjeu de demain sur comment on peut encore améliorer en fait les process dans les usines. Alors vous savez que Siemens a développé une plateforme sur l'IoT qui s'appelle MindSphere, qui est extrêmement performante. Et Siemens est un grand leader dans l'industrie avec un certain nombre un grand leadership sur les usines et sur les robots. Et on travaille beaucoup avec eux sur comment utiliser tout ce savoir-faire métier qu'ils ont, toute cette masse de données qu'ils ont et traiter l'usine de demain, donc pour beaucoup mieux l'automatiser et automatiser les process. Donc ça, c'est un exemple très concret qui est en cours et on est bien implanté avec eux et l'Allemagne est quand même un grand leader de l'industrie également. Donc après, sur d'autres sujets, donc, vous avez évoqué qu'est-ce qui se passe sur les chatbots et donc dans l'industrie de l'automobile, on va avoir de plus en plus de la commande vocale et de l'interrogation vocale. Donc on a fait plusieurs projets avec l'industrie automobile, avec Nissan notamment, où la dernière Nissan Juke a une interrogation vocale dans la voiture, qui a été réalisée par Atos, où on a intégré du chatbot et de l'IA en fait sur la voiture pour interroger la voiture. On n'est pas encore complètement à commander sa voiture par la voix, mais ça viendra progressivement. Mais au moins, on peut interroger sa voiture et accélérer en fait le renseignement sur sa voiture et demander de l'information autour. D'autres exemples, en fait, dans le secteur des télécoms, on a travaillé
avec Deutsche Telekom sur utiliser le chatbot et les différentes sources. Alors quand vous avez un problème aujourd'hui avec votre opérateur télécom, vous envoyez un email, vous appelez le call center et vous envoyez une complainte à travers votre mobile. Et tout ça, c'est pas forcément corrélé. Donc on a corrélé les informations, on fait de l'analyse et l'analyse intelligente en fait des informations pour améliorer le service, pour vous rendre un meilleur service, pour corréler les différentes informations sur l'abonné final. Et puis, il y a des applications, on venait tout à l'heure sur des applications sociétales importantes, donc des applications sur le domaine de la santé, donc tout ce qui est aide au diagnostic sur des maladies cognitives, comme ce qui se passe après un AVC, après des maladies d'Alzheimer, malheureusement pour lesquelles on est les uns et les autres quelquefois confrontés en famille. Et donc, on a développé en fait des outils qui permettent en fait d'interroger le patient. Le patient donc s'entraîne tous les jours à répondre à des questions, et ça permet en fait aux médecins, donc après tout un tas d'analyses, et là le moteur s'enrichit en fait en fonction du comportement des médecins. On est en train d'analyser à peu près, on a un diagnostic à peu près de plus de 400 comportements différents sur le patient, en fait, qui permet en fait d'améliorer le diagnostic en fait médical du médecin. C'est intéressant que vous abordiez ce volet social, parce que je voudrais parler de social, de société. Et il y a encore une fois une question qui revient beaucoup et qui fait un peu écho à celle que je voulais vous poser, c'est celle de la souveraineté numérique. On entend aussi beaucoup parler dans les médias aujourd'hui de ce sujet, avec trois visions. Une vision plutôt à l'Est, une vision plutôt à l'Ouest, relativement différentes. Et puis au milieu, l'Europe, qui commence à développer sa propre vision. Je vois un certain nombre de questions de personnes plus ou moins inquiètes, parce que quand vous développez des applications d'IA, vous émettez des données, vous les collectez. Donc ces personnes qui nous posent des questions se demandent ce que vous en faites. Et surtout, vous qui êtes un acteur français et européen, quelle est votre vision par rapport à ça? Est-ce qu'elle est plutôt totalitaire? Est-ce qu'elle est plutôt libérale? Entre les deux, c'est quoi la vision d'Atos sur ce sujet de souveraineté numérique? Alors, on en a fait un sujet très, très principal pour nous, puisqu'en fait, on a écrit notre raison d'être d'Atos sur justement protéger et gérer l'espace informationnel, et aider les acteurs, nos partenaires et nos clients du métier, à la fois savoir utiliser leurs données pour à la fois automatiser, améliorer les choses, mais les protéger, les sécuriser dans un environnement protégé et aussi réglementaire. Donc nous, c'est vraiment notre position, c'est que oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais faisons-le dans un environnement sécurisé, protégé, réglementaire, et protégeons en fait nos données, puisqu'on ne peut pas en faire n'importe quoi, notamment nos données de santé, nos données d'entreprise. On parlait tout à l'heure, il faut aider les grandes industries françaises et européennes à réussir, donc il faut qu'elles protègent leurs données, puisqu'en fait on a changé de métier. Beaucoup d'industries basaient leur métier sur la monétisation en fait, de biens matériels. Et aujourd'hui, le monde de demain, il faut réguler cet espace informationnel, puisqu'on va monétiser non plus des biens matériels, mais de la donnée. Donc ça, c'est vraiment notre chemin directeur d'investissement, c'est aider en fait cette transformation de l'industrie dans cette gestion de l'espace informationnel, mais en sécurisant, en protégeant les données. Bernard, j'imagine que en tant qu'acteur public, vous avez aussi un devoir et une obligation de s'assurer que les acteurs qui travaillent dans votre région dans la région Île-de-France aient une politique assez carrée sur le traitement des données, assez conforme par rapport à notre vision française et européenne. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des travaux faits là-dessus? Est-ce que vous avez travaillé, ou en tout cas, est-ce que vous avez des équipes qui pensent sur ces sujets de souveraineté numérique? J'imagine que c'est un point commun à toutes les équipes numériques de la région. C'est un point commun aux équipes, c'est un point commun aussi aux élus. En tout cas, et donc on a lancé hier, avec Valérie Pécresse, ce qu'on appelle un domaine d'intérêt majeur. En fait, la région Île-de-France a structuré sa politique de recherche autour de thématiques d'intérêt majeur qui concernent à la fois l'Île-de-France et qui doivent favoriser des innovations de rupture. Et donc on a lancé un appel à projet hier qui s'appelle justement Souveraineté numérique et monnaie digitale. Compte tenu de la place financière de Paris, compte tenu de son impact, je pense que la réponse on ne peut pas se contenter de dire on ne veut pas le Libra, on ne veut pas ça, etc. Et je crois qu'il faut mobiliser des équipes de recherche, à la fois d'économistes et à la fois dans le numérique, pour trouver des nouvelles solutions et s'engager résolument là-dessus. Donc je dirais que la notion de souveraineté s'applique aussi, et je pense aujourd'hui sur la monnaie, on voit bien les enjeux, et on doit être offensif, en tout cas on doit proposer des solutions sur ce thème-là. Donc c'est ce qu'on fait en mobilisant aujourd'hui des équipes de recherche et derrière des financements. Et puis le deuxième élément par rapport à nos données, c'est vrai qu'on a lancé le 15 octobre notre plateforme qui s'appelle Île-de-France Smart Service, qui est un agrégateur de données,
à vocation de service, c'est-à-dire que l'idée c'est de transformer le service public en service au public, et sur lequel on a aussi une couche 3D, c'est-à-dire qu'on a, je crois, la plus grande, on a 2,5 millions de bâtiments modélisés à l'échelle de l'Île-de-France qui en faisaient une première mondiale. On sera sans doute rattrapé, mais on croit vraiment que la 3D est un enjeu fondamental aujourd'hui en termes de plateforme. Et je pense qu'il y a des sujets sur les chantiers. Si on avait justement des plateformes communes pour travailler sur l'espace public, on limiterait les délais et les coûts. Bon, typiquement, cette plateforme, aujourd'hui, est hébergée chez un acteur français qui est une filiale de Dassault Systèmes. Le rôle de Madi Keynote, c'est comme de mettre en avant les startups de l'écosystème français. Mon rôle aujourd'hui et mon devoir, c'est aussi de vous en parler. Alors, j'ai 2 questions pour vous. La première, je pense que Bernard, vous avez relevé l'opportunité, mais je pense qu'effectivement, il y a un beau pont à créer entre les travaux de la région Île-de-France et puis ce que fait Milly avec Lily.ai pour optimiser les process, c'est le premier point. Donc, c'était pas prévu, mais je pense qu'effectivement, comme quoi les belles rencontres peuvent commencer par une table ronde. Et la deuxième question, je pense qu'on a bien compris effectivement l'accompagnement que fait déjà la région Île-de-France vis-à-vis des TPE, des PME. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est le travail d'Atos, qui a aussi un devoir quand on est une entreprise aussi grande qu'Atos. Vous travaillez avec Google, vous travaillez avec Facebook, vous travaillez avec Microsoft. Est-ce que vous travaillez aussi avec des entreprises à plus petite échelle? Et puis vous doutez bien de ma question, est-ce que vous travaillez avec des acteurs français, des TPE et des PME? Alors absolument, on travaille bien sûr avec les grands acteurs que vous avez cités, et on travaille aussi beaucoup en France avec les acteurs français, alors dans le cloud OVH, Outscale, pour ne pas les nommer. Et on a une mission qu'on va accélérer et qu'on a déjà commencé depuis quelques années, de travailler aussi avec le monde des startups. Parce qu'en fait, dans cette transformation digitale, on a déjà vu l'émergence, mais on la verra encore plus. Alors moi qui était absent de France depuis 11 ans, qui revient, et qui a vu aux États-Unis en fait, cette accélération, j'ai été très positivement surpris par ce développement en France de cet écosystème de start-up. Et chez Atos, on a déjà commencé depuis quelques années, et je peux vous dire que ça va être ma mission, et je l'ai pris à cœur, d'accélérer en fait le développement de ce qu'on fait avec les start-up. Alors, on a plusieurs choses qu'on fait déjà. On a créé 9 labs d'innovation répartis en fait dans le tissu français régional, donc à différents endroits, que ce soit à Grenoble, dans le sud de la France, à Nantes. Et ces labs d'innovation, en fait, sont des aimants, ce que j'appelle des aimants digitaux, qui sont là pour attirer les startups à travailler avec nous. Et on a donc un nombre de startups qui travaillent avec nous. On a quelques belles histoires enfin, de startups qui ont commencé. On a fait des projets avec certaines. Alors, je peux en citer une, Circeo, c'est une entreprise qui a développé en fait d'automatisation sur des crédits bancaires dans le cloud et avec nous. Donc on a plusieurs entreprises qui travaillent avec nous et plusieurs startups. Et j'invite juste, alors j'en profite aujourd'hui, d'inviter encore plus les startups à venir nous voir, parce que c'est un axe pour nous extrêmement important. Et ces InnoLabs qu'on a développés sont là à disposition pour accueillir des startups à aussi accélérer leur pertinence et leur développement industriel. Je pense que le message est passé, en tout cas dans l'audience, il doit y avoir un certain nombre de startups, donc n'hésitez pas. Dernière question, je vois le temps qui tourne, il nous reste exactement 50 secondes si je suis le prompteur. On prendra peut-être la liberté de parler un peu plus. Je vais revenir beaucoup de questions, il faut absolument qu'on aborde ce point, c'est la place de l'humain dans tout ça. On est entre nous, on est entre personnes averties, impliquées directement sur ces sujets. Un certain nombre de personnes sont la boule au ventre et se demandent ce qui les attend et de quelle façon l'IA va les manger. Je lis des questions au hasard et on l'aborde ensemble après. Comment va-t-on réfléchir à la valeur ajoutée de l'humain dans tout ça ? Comment faire entrer dans les gènes des salariés, justement, cette intelligence artificielle et l'importance de travailler avec l'intelligence artificielle. Voilà, on parle de contrôle, on parle de pas mal de sujets. Qu'est-ce que vous auriez à dire, et ce sera le mot de la fin, sur justement ce sujet, pour assurer le fait que non, ça va créer des opportunités, beaucoup plus que détruire des emplois. Je vous laisse la parole librement. Milly, peut-être ? Alors, pour moi, je pense que le chef de projet entièrement automatique qui prend cette décision, c'est très lointain. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas une compétition entre l'homme et la machine, c'est une collaboration entre l'homme et la machine. Il y a des choses que la machine fait très bien, calculer très vite, trouver les meilleurs paramètres, pousser des scénarios, des choses comme ça. Et il y a des choses que l'humain fait très bien, la négociation, le leadership, expliquer que si, ça va être faisable, même si tu n'as pas le temps et pas le budget, pas la main-d'œuvre, mais si, c'est faisable. Donc, c'est vraiment, la question, c'est pour moi, comment est-ce qu'on peut donner confiance aux collaborateurs pour qu'ils
entraîne la machine à pouvoir l'aider de façon efficace. De la même manière qu'on va entraîner une stagiaire pour qu'elle nous rende plus efficace, il faut absolument qu'il y ait cette transparence et cette volonté de la part des collaborateurs, sinon ce ne seront que des échecs. Bernard ? Dans un premier temps, je crois qu'on ne va pas arrêter l'IA. En fait, si on prend ce principe de se dire qu'aujourd'hui elle est là, on est une compétition mondiale, tout le monde y va, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête et on fait une révolte comme la révolte des canuts, ou est-ce qu'on dit quel est notre rôle et comment on accompagne? Nous, en tant que région, c'est vrai qu'on a un gros volet formation professionnelle. Donc l'idée, c'est effectivement d'accompagner cette mutation, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Des métiers vont bouger, vont se transformer, d'autres vont disparaître. Et donc, ils vont pouvoir accompagner, mais dès maintenant et assez massivement, l'évolution de ces compétences traditionnelles, afin que les salariés, les employés, puissent se servir de cet outil et en profiter pleinement. Donc, aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de se dire comment, de manière un peu massive, on investit sur des formations courtes ou plus ou moins longues qui vont permettre de reconvertir ces personnes. Et je pense que là, tant les politiques gouvernementales que régionales, aujourd'hui en matière de formation professionnelle, il y a énormément d'argent. C'est plutôt l'inverse. On a besoin de bons projets, on a besoin d'acteurs innovants qui viennent nous proposer des solutions. Et ce qui fait qu'on va très certainement avoir d'ici le mois de mars ou avril un nouvel appel à projet sur des formations innovantes dans lequel ce type de projet nous intéresse particulièrement. Jean-Philippe, le mot de la fin? Alors, nous, on est totalement d'accord. On pense qu'il y a vraiment 3 enjeux. Un enjeu sociétal, un enjeu réglementaire et de financement, c'est-à-dire qu'il faut du financement, mais il faut aussi un enjeu réglementaire. Et puis le dernier enjeu, on l'a évoqué juste à l'instant, c'est le développement de l'expertise et de la formation. Donc pour nous, c'est vraiment aussi trois directions importantes, mais il va y avoir beaucoup d'opportunités, vraiment beaucoup d'opportunités. Moi, je l'ai vu en voyant ce qui se passait à l'étranger. Donc ça permet à la France et à l'Europe de se développer énormément. Il faut qu'on accélère la formation, il faut qu'on donne les chances à tout le monde de comprendre ce que c'est. Parce que quand on y a goûté, on voit qu'il y a plein de possibilités. Vous le disiez en fait sur votre projet avec Lily. Donc c'est vraiment une transformation qui donne des opportunités. Et il faut que tout le monde puisse les saisir dans un sens de modernité, mais un peu de contrôle quand même en même temps. Et juste si jamais je peux me permettre d'ajouter, ce qui est intéressant, c'est non seulement les opportunités qui sont permises grâce à l'IA, mais c'est surtout les barrières. À l'heure actuelle, moi je prends les grands projets, pour gagner 20 millions, on peut perdre 200 millions. Et à coût de 200 millions, on peut tuer très vite une entreprise. Moi, j'ai vécu ça personnellement. Donc vraiment, la question, c'est pas il faut avoir peur de l'IA, de toute façon, elle va arriver. Et la question, c'est vraiment celle, du coup, effectivement, de l'accompagnement. Merci à tous les 3. Merci pour ce discours positif. Merci à tous d'être avec nous ce matin. On se retrouve cet après-midi pour de nouveaux échanges, notamment un échange passionnant sur le hacking. Merci.